Bienvenue à notre déjà deuxième émission. Un invité surprenant, vous allez voir, mais encore une fois, impossible de faire un show comme ça sans la présence de Tank, Yves. Salut! Oui, c'est ça. Vous avez vu un drôle de personnage. Je l'étudie, drôle de personnage. Yves, c'était quoi ça, Tank? Yves, Tank, je ne sais plus trop. Bon, hey, salut tout le monde, bonsoir. Tank, c'est notre infirmier de l'urgence. Écoute, quand on a commencé à penser à nos personnages de notre bande dessinée, on pense toujours à des confrères, des consorts de travail qui nous ont influencés. Moi puis François, on a travaillé longtemps à l'urgence, à Lévis. Puis, à un certain moment donné, l'équipe de nuit, il y avait au moins une majorité de gars. C'était impressionnant. Contrairement à certaines urgences, certains départements, donc c'est majoritairement féminin, on avait un paquet de gars. Là, je pense à la gang, on pesait plus qu'une tonne et demie. Là. On avait l'air d'unité défensive des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Tank, beaucoup de monde disent « Hey, c'est toi, là ». Oui, peut-être, il y a quelques années, mais j'ai fondu. Je suis parti de 240 livres, là, je suis rendu à 180. Puis inquiétez-vous pas, je suis en santé, ça va très bien. Mais Tank, c'est un peu le genre de gars que tu aimerais avoir à côté de toi à job, le gars qui est cool, une référence. Écoute, il est un peu comme Hulk, toujours stable, le bon Jack, comme on dit, puis écoute, c'est un peu notre Obélix de notre bande dessinée. Là. Tu sais, je veux dire, ça m'a donné un petit clin d'œil. Obélix, Hulk, bon. Tank, là, je veux dire, c'est le massif, c'est le gars qu'on peut fier, comme on dit. Vous saviez, on avait, pour les amateurs, travaillé sur un projet d'animation qui était rendu presque à la production, et c'est un peu ça qu'on veut relancer. Alors, on vous montre ici, pour les prochaines secondes, un petit extrait qui avait été fait avec Frima et Glaciel Productions de Marc Lebel. Donc, voici un petit extrait. Rita, qu'est-ce qui s'est passé? Votre bébé est pas avec vous! Non! Je comprends pas, là. Est-ce que son bébé aurait été donné à une autre mère par erreur? Bon, ça me surprendrait. On savait c'était qui sa mère à celui-là. Oh, arrête, Rita. Attendez que je regarde dans le dossier pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose. C'est qui travaillait ici avant toi quand t'es arrivé un matin? Une petite jeune, là, que je connais pas, qui vient d'une agence. Rien écrit dans le dossier. Bâtard, ces jeunes-là, ça sait même pas écrire. Salut! Mais voyons, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc bien l'air sérieuse. Avez-vous perdu un bébé? Oui! Le mien! Non, il est pas perdu. Ben non. Tank. C'est juste qu'on sait pas il est où, mais il est pas perdu. Ben oui, mais c'est ça, quand on perd quelque chose, c'est parce qu'on sait pas il est où. Si on le savait, il serait pas perdu. Hey. C'est ça que j'arrête pas de dire. Exact. Le bébé de Mme Simon, il est pas dans sa chambre, pis il est pas ici non. Oh, le beau petit bébé! Bien dîné, ma petite madame, je vous retire ça. C'est quoi, ça? C'est un autre, oui. Ah, c'est moi. Alors, comme vous voyez, c'est un beau projet. On veut le relancer. Et la meilleure façon, c'est de nous aider par Patreon. Alors, qu'est-ce que tu as à dire des derniers jours avec le travail de Patreon, Yves? Écoute, on a des réactions, là. Aussitôt qu'on a fait le lancement, on a eu des réactions. J'étais flabbergasté par les commentaires, les réactions. On va pousser ça dans les prochaines semaines. Avec le podcast, on va vous donner des informations. C'est quoi, mettons, notre petit club VIP? C'est pas compliqué, c'est très abordable. C'est sûr qu'il y a des taux, il y a des scales. Par contre, il y a des avantages aussi là-dessus. Comme par exemple, le podcast que vous allez voir ce soir, ceux qui sont sur le Patreon auront la priorité de les visionner avant tout le monde. Donc, c'est un moyen de financement, des fois un moyen, comme on dit, d'exclusivité. Puis, plus les journées avancent, là, je pense, François, de ton côté, puis de mon côté, puis du côté de Patrick, on a des petites choses pas mal de fun qui vont se rajouter. Donc, si on résume nos projets, le podcast qu'on est en train de faire, c'est vraiment notre moyen de vous rejoindre.
Vous nous suivez sur Facebook aussi. Puis notre projet, qui est notre futur bébé en plus de nos albums, c'est vraiment l'animation. Et pour ça, ben, ça coûte vraiment beaucoup de bidou. Et abonnez-vous sur Patreon. Vous allez même avoir des petites bloopers. Et dans nos premiers abonnés Patreon, on a déjà quelqu'un qui a pris le niveau Gold. On est super content et vous allez voir son nom et on va le remercier déjà à la fin dans les commentaires aussi. C'est des avantages d'être maintenant rendu un VIP stat, si on veut. Donc, là-dessus, on continue notre show, mais allez voir Patreon Stat Comique. Regardez sur notre site web. Ça serait super gentil de nous appuyer pour faire des choses qui vont être drôles. Et je pense qu'on est rendu à un petit moment où, comme d'habitude, on fait une anecdote chacun de notre côté. Alors, voici. Alors, séance anecdote. Yves, t'en as une à nous raconter, hein? Bon, je pense que on va vous teaser un petit peu, ça va rejoindre notre thématique ce soir. Ça fait des années de ça. On a eu un monsieur, malheureusement, qui est décédé. Donc, on devait faire les préparatifs du corps pour l'emmener à la mort et par la suite au salon funéraire. Donc, il y a le protocole, évidemment. Le monsieur avait un soluté, il y avait une sonde, un tube nasogastrique, il fallait tout enlever ça. L'installer, mettre une jaquette, fermer la bouche. Bon, c'est comme on dit, il ne faut pas laisser la bouche ouverte. Donc, il faut mettre un genre de corde, une genre de corde pour maintenir la bouche fermée pour les thanatologues, pour qu'ils puissent avoir une facilité, mettons, pour préparer le corps. Ça fait qu'on met le linceul. Et malheureusement, c'est une histoire bizarre, une histoire triste, parce que c'était une histoire classique aussi, une histoire de testament, de famille dysfonctionnelle qui était comme assez spéciale. Pendant que moi et mes chums dans la chambre, la porte était fermée, on entend là, le monde arriver, puis il dit papa, ouais. Puis là, j'avais un de mes chums, c'est le genre de gars leader, pas de stress. Les gars continuent à installer le monsieur. Je vais y parler, m'occuper de ça. Il ouvre la porte. Là, tout le monde en panique. Mon oncle, ma tante, beau-frère, belle-sœur, là, c'était la tribu au complet. Ça fait que là, mon chum arrive, il dit OK, là, on se calme, tout le monde va tenir sa mort. Ça fait que là, moi, mon chum, dans la chambre, là, on se regarde, ce qu'est-ce qu'il vient juste de dire, lui, là. François, je braillais. Je pleurais, j'étais crampé en deux. Mon autre, il était puis il retourne dans la chambre et il dit est-ce que j'ai bien dit ce que j'ai dit, moi, là? Ça fait que là, il dit on sort, là, on s'en va, on n'est plus capable, là. On pleurait de rire, mais tu sais, pauvre monsieur, tu sais, par respect, mais tu sais, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Moi, je sors, puis j'avais la face rouge, là, puis j'avais les yeux pleurant. Puis là, la première madame qui me pogne par la main dit monsieur, on vous comprend. Elle dit, on l'aimait tellement, nous autres aussi, hein, ça nous fait de la peine. Là, j'étais comme. Ça, là, c'était un classique, là. On va tenir sa mort. Ah, mais écoute, c'est de ça reviennent nos idées de BD. Elle est très bonne, Yves. Le pire, c'est, vous voyez, c'est toutes des histoires vraies. Des fois, il y en a des drôles comme ça. Des fois, c'est drôle après. Alors, la mienne, écoutez, une autre histoire vraie, c'est un patient qui décède. Évidemment, vous le savez, on enlève les dentiers, on met les choses personnelles à personne, puis la famille va venir les chercher, tout ça. Puis, bon, évidemment, la civière est recyclée, hein, on ne change pas de civière à chaque fois. Donc, le lendemain, un nouveau patient. Puis, la famille du nouveau patient revient et l'infirmière dit « Mon Dieu, votre père, il est de bonne humeur, il mange, et ça va bien. » Puis la famille a dit « Mais il se fait des années qu'il n'y avait plus de dents. » Fait que là, l'autre famille arrive et dit « Avez-vous les dentiers de M. Y? » Alors, il y avait les dentiers du mort. Ben voilà, c'est des histoires qui arrivent. Arc, oui, c'est arc. C'est ça qu'on s'est tous dit, là, mais... mais hey, je pensais à une autre chose, Yves. Tu sais, quand tu disais qu'on attache comme ça avec une petite peau d'année fermée, toi puis moi, quand ça va arriver, ça va être les seuls moments où on ne pourra plus parler. Dis-tu en particulier, toi, là? Non, je me connais, là. Je suis un grand parleur aussi. Ah, bon, écoute, on va continuer avec des histoires, mais on parle de métier, puis notre thème, vous savez, ça va toujours être le même. C'est des anecdotes dans le réseau, des invités
qui ont tout un parcours. Puis on a un qu'on a rencontré au fil des années au Salon du Livre. Vous allez voir, un charmant type. Et ce qui est drôle, c'est que tous les métiers permettent d'avoir ou de garder un sourire au travail, c'est ça notre thème. Ben, il y a un métier que je ne m'aurais pas attendu à ça. Ben oui, c'est exactement ça. Alors, je vous présente notre invité, Daniel No. Daniel, c'est drôle parce que... une pâte chez tout le monde. Dans notre salle d'attente de l'urgence, on accroche toutes sortes de personnages. Alors, Daniel, c'est un personnage. Je vais le laisser se présenter lui-même parce que ça ne s'invente pas. Alors, merci de l'invitation tout d'abord. Me présenter. Originaire du lac Saint-Jean, je vis présentement maintenant sur la Côte-Nord depuis plusieurs années. J'ai découvert la thanatologie à l'âge de 21 ans, par hasard à Québec, en visitant une entreprise de fourniture funéraire qui appartenait à un de mes bons amis de l'époque. Et c'est là que ça a démarré. Fait que pendant une vingtaine d'années, j'ai œuvré dans le domaine de la santé, mais après que la médecine, la science et que la vie, finalement, s'achève, comme pour tout le monde. Et c'est donc dans le domaine funéraire que j'ai œuvré, à essayer de soulager la douleur des gens dans cette épreuve qu'ils avaient et en protégeant aussi la santé publique, car l'embaumement, peu de monde sans doute, mais ça sert à désinfecter et à préserver contre les maladies, à protéger la population, en plus de rendre un aspect esthétique à notre cher disparu. Alors, c'est ce que j'ai fait pendant une vingtaine d'années au cours de ma vie. Et j'ai écrit des livres là-dessus pour montrer aux gens ce que c'est. C'est d'ailleurs comme ça qu'on t'a connu. Donc, au Salon du Livre, nous étions avec Perrault, le même éditeur, puis tu lançais à ce moment-là, je pense que c'était ton deuxième, je me souviens pas. Peux-tu nous parler de tes livres d'ailleurs? Parce que si vous ne savez pas quoi lire des fois des fins de semaine, il y a un petit quelque chose d'intéressant. Daniel est un écrivain. Ben oui, le premier, qui est Les Tribulations d'un croque-mort, qui était sorti en 2013, où je ramène des anecdotes drôles, surprenantes, saisissantes, qui sont arrivées à moi ou à des collègues dans l'exercice de notre fonction. Donc, toutes des faits vécus, des belles petites histoires. Le tome 2, qui est la suite de ça, d'autres histoires vécues par des collègues et moi-même. Et comme troisième livre, je me suis payé le plaisir d'écrire des histoires de fantômes ou de possession, des choses surprenantes qu'on m'a racontées parce que j'ai toujours été amateur de films d'horreur et de choses comme ça. Et j'entendais plein de gens qui me contaient des anecdotes parce que au salon funéraire, outre la douleur, souvent, des membres de famille endeuillés vont arriver, puis, vous savez, Monsieur No, mais mon père, il m'est apparu après qu'il soit décédé. Et il nous raconte plein d'affaires comme ça, puis il m'en revenait en souvenir. Et je n'ai pas à juger si c'est réel ou pas. Ça, c'est dans le domaine de la croyance qui appartient à chacun. Mais les gens, quand ils me les racontaient, avaient l'air drôlement d'y croire et sincères, et ça faisait de toute façon des bonnes histoires. Moi-même, j'ai vécu quelques petits épisodes minuscules, ce qui m'a amené à faire Les âmes errantes, qui est vraiment un recueil d'anecdotes plus fantastiques ou surprenantes au niveau de ce qui peut peut-être se passer après la mort. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter comme, mettons, dans tes deux premiers livres, on parlera du troisième ensuite, puis Yves, lâche-toi loose dans les questions aussi, là. Mettons les anecdotes d'une ou deux histoires. Eh boy! Il y en a plusieurs. Je vais commencer vas-y, choisis. Parfait. Je vais commencer en tout début de carrière quand j'étais une jeune tige verte dans le domaine, très peu expérimentée. J'embaumais pas encore tout à fait, mais je travaillais pour une entreprise funéraire, puis je préparais le cimetière, j'assistais, j'allais chercher les morts. Et, c'est vrai, j'avais commencé à embaumer un petit peu, excuse-moi. Et là, on a un cas d'autopsie. Dans les cas d'autopsie, le pathologiste va enlever et retirer les viscères, les organes internes, et il place ça dans un sac en plastique qu'on traite séparément avec des fluides plus forts, un peu pour les organes internes. Alors moi, je prépare le corps et je place le sac à viscères dans le congélateur.
Et l'objectif, c'est qu'au moment de l'enterrement, je reprenne le sac et je vais le placer dans la fosse ou dans le cercueil. Ben là, on ne pouvait pas le mettre dans le cercueil, c'était dans la fosse, sous le cercueil, quand la famille allait venir au cimetière, pour que les organes suivent le corps. Sauf que, dans mon inexpérience, j'ai mis le sac de viscères dans le panier. Tu sais, dans le congélateur, il y a toujours un panier. Fait que le sac mou a épousé chaque forme de broche, de trou de broche du panier, mais 3 jours après, c'était gelé dur. Fait que quand j'ai sorti ça, le panier venait avec. Sauf que là, l'horloge a fait tic-tac parce que je prépare ça le matin de la funéraille et je dois me rendre au cimetière. Fait que là, je me trouve des pinces à terre, un marteau, et je t'ai un grand coup de marteau dans le sac à viscères avec les pinces pour défaire le. J'ai défait le panier en marbre pour réussir à sortir mon sac et d'amener ça tout congelé, tout bosselé comme un. T'avais pas envie de mettre ça dans le fond micro-ondes à defrost? Je ne pas, il y avait du métal. Une autre affaire aussi, un salon pour lequel je travaillais, à un moment donné, c'était au printemps, puis on avait plusieurs défunts à enterrer en même temps pour vider le charnier. Et on arrive avec la descente de fosse, l'appareillage avec des courroies là, pour descendre le cercueil. Mais là, on arrive à une fosse, il y a de l'eau dans le fond. Fait que là, pour pas salir les straps, parce qu'on a d'autres corps à faire, on décide de descendre. Mais on n'a pas de câble. Fait qu'on a comme des crochets. Mais là, c'est un plan qui marche pas en partant. Moi, c'est pas moi le boss, fait que je dis pas un mot. On commence à descendre le cercueil par les poignées du bout, mais il twist, il tombe à l'envers dans le fond de la fosse, puis il flotte derrière par en haut. Là, mais là, la famille est à l'entrée du cimetière, puis elle attend. Il a fallu descendre avec des madriers, puis réussir à ramener le cercueil du bon bord. Non, écoute, c'est épouvantable. Là. Tu ris pas sur le moment, mais le mort. Non, pas vraiment. Et ton cercueil, il est comme, d'une manière, il est scellé, là. Oui. Pour le défunt, il n'y a pas de problème. T'sais, le défunt n'a pas subi de dommages ni rien, mais il est mort. Dans le principe, c'est ça. Mais c'est que ton cercueil, il flippe à l'envers. Fait que là, il flotte, en plus, comme un petit bateau dans le fond de l'eau. C'était chic. Ouais. C'était l'histoire du Titanic dans la fosse, c'est à peu près ça? Absolument. Ben, l'expression s'est tournée dans sa tombe. Oui. Ah, ça, c'est bon. Oui, s'il y en a un dans l'histoire de l'humanité qui s'est tourné dans sa tombe, ça devait être cette personne-là. On donne la chance d'en avoir un autre livre. Tu peux en sortir des livres comme ça, il n'y a pas de problème. Mais hey, Daniel, tu peux. On va dire encore un autre, là, si c'est correct. Là, shoot. On est bien parti. OK. À un moment donné, dans un autre salon où je travaillais, j'avais à remettre les cendres de la personne à de la famille. Ils avaient téléphoné, ils ont dit: est-ce qu'on peut passer chercher les cendres d'un tel? Oui, pas de problème. Fait que ça sonne à la porte, je vais répondre, ce sont les 2 membres de la famille. Fait que je leur présente l'urne et ils me demandent s'ils peuvent voir les cendres. Ben, moi, j'ai pas de problème là-dessus, il n'y a pas de secret. Fait que je vire l'urne à l'envers, je l'ouvre. Les cendres sont dans un sac de plastique à l'intérieur. Fait que j'ouvre le sac, fait que là, ils ont accès aux cendres. Fait que là, je vois que les 2 personnes entrent un petit peu en recueillement. Fait que je me recule, pour leur laisser un petit peu d'intimité. Et là, spontanément, il y en a un des 2 qui fait ça comme ça. Il se mouille le doigt, il plante ça dans les cendres et là, il se met à bouffer les cendres. Là. Un peu comme dans les films, quand on voit du monde goûter de la coke, là, il s'envoie ça ses gencives. Et là, l'autre personne fait la même chose immédiatement, se mouille le doigt, trempe dans les cendres, ça ressort tout maculé de grenouilles d'os et il se met ça dans les gencives. Et là, ils sont là. Et là, il se regarde et dit: hey, ça goûte vraiment elle. Oui, je la connais, c'est elle. D'habitude, j'ai réponse à tout. Je pensais avoir tout entendu, mais là, c'est le con. Non, sérieux, je m'attendais. À soir, Daniel, là, je m'attendais pas à ça pantoute, là. Non, mais ça c'est le tout.
que j'ai vues. Tu sais, quand on me demande, mettons, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ta carrière? OK, j'ai récupéré des corps en décomposition de 3-4 semaines dans un appartement. J'ai décroché des pendus. J'ai ramassé un état squelettique après 1 an dans le bois, dans une voiture. J'ai vu bien des affaires, des chamois de famille, tout. Mais des personnes qui ont goûté les cendres, ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus saisi. Mais c'est pas la seule C'est que chose le qu'on peut dire. faire avec. Oui, excuse-moi. C'est pas la seule Non, chose non, qu'on peut vas-y. faire avec les cendres non plus. Ça, c'est arrivé au père d'un de mes collègues, il y a plusieurs années, fin des années 70. Le monsieur décède. Fait que c'est le neveu et sa femme qui viennent au salon. C'est la seule famille qui reste. Fait qu'à l'époque, tu ne te cassais pas la tête. Il y avait une exposition, point final. Fait qu'il expose. Fait qu'il y a juste les 2 membres de la famille avec le curé. Brève exposition, petite cérémonie à l'église. Et le mononcle se fait incinérer après. Fait que là, quelques jours plus tard, le neveu revient au salon funéraire chercher les cendres. Là, il est vers des expos, puis la craque de plombier, tout le kit. Journée d'hiver maussade, pluie verglaçante. Il récupère les cendres, il met ça 2 portes, là, il garoche les cendres sur le siège. Il essaie de sortir de la cour, mais il y a une légère petite pente pour sortir et on est en pluie verglaçante. Il essaye, il se recule, il se réessaye, ça ne marche pas. Il débarque du char, ramasse l'urne, ouvre le bouchon et il se fait 2 tracts de cendres en avant de ses Robert jusqu'à la cour. Et ça, c'est authentique. C'est authentique, monsieur. Et là, il referme l'urne, il garoche ça dans le. Je peux pas croire. Écoute, j'ai entendu des bonnes éloges, mais là, j'avoue que tu. Il garoche l'urne en arrière du siège. Et il part dans son char, il pèse sur le gaz, puis le père de mon ami entendait, il garnotte, puis boum, avec laissant 2 tracts de cendres du monon en gros. Eh boy, on appelle ça un départ canon, hein? C'est c'est à réveiller les morts. Oui. Puis pendant ce temps-là, dans le char, la toune, c'était Dust in the Wind. Bon, Yves, il est déchaîné. De ça, c'est qu'il faut vraiment utiliser l'aide de nos chers Ouais. Bon, justement, ça ouvre la porte pour ton 3e livre. Moi, je dis toujours que quand Yves dessine, il est possédé. Donc, c'est le thème de ton 3e livre, je pense un peu. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire de ce dernier livre? Lui, je ne l'ai pas entendu parler en détail. Je te laisse aller. Ben, lui, je te dirais que c'est pas drôle du tout, en partant. C'est vraiment des histoires plus sombres. On parle, entre autres, d'une petite fille qui était malade du cancer, puis que ses jours étaient comptés. Puis elle dessinait à l'hôpital. Sa mère et ses parents, ils apportaient des feuilles, puis des crayons feutres, puis elle dessinait. Puis elle dessinait une dame avec une robe noire, tu sais, en tout cas, quelque chose de bien stylisé, bien particulier. Puis tout au long des journées, avant, elle a dessiné, sa mère, il demandait, mais c'est qui ça, cette personne-là? Ben, c'est une madame qui vient me voir. Ah oui, bon. Fait que là, la mère pensait que ça pouvait être une résidente de l'hôpital, un autre patient, une autre personne hospitalisée qui venait faire son tour. Pour se rendre compte, à un moment donné, elle va voir sa petite fille et elle revient à la maison. Puis là, il passe un flash. Elle tombe dans une vieille boîte de photos et elle tombe sur la carte mortuaire de son arrière-grand-mère à elle, qui avait exactement la même robe, et elle reçoit le call, la petite fille venait de décéder. Et elle revient à l'hôpital. Excusez, ça me pogne, parce que quand c'est des enfants, c'est toujours très poignant. Et que là, la mère se rend à l'hôpital, récupère les effets personnels de sa petite fille décédée, et elle tombe sur le dernier dessin où la petite fille s'était dessinée dans les airs avec l'arrière-grand-mère et la famille autour du lit. Écoute, c'est weird quand tu te fais compter ça. Là. Mais en même temps, c'est d'une tristesse. C'est comme si elle s'était vue d'avance aussi comme ça. Là. Aïe, 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 aïe. Oui, absolument. Fait que le 3e, c'est vraiment plus dans ce thème-là, carrément. Il n'y a rien de drôle du tout, du tout, du tout. Là.
Des histoires de possession aussi, carrément. Oui. Mais tes histoires, c'est des confidences de personnes ou ça vient de ton imagination? Est-ce que des histoires que Non, tu as non. entendues par des personnes, t'as-tu romancé ça? Comment tu as structuré ça? Ben, première des choses, on m'en avait raconté. Fait que OK. l'essentiel, je te dis pas que j'ai pas mis un petit peu d'emballage, mettons, pour faire le pont entre deux séquences de l'histoire que la personne me racontait, mais pas tant. Après ça, j'ai fait appel à des collègues, parce que j'en connais plusieurs dans la province, dire hey, avez-vous des histoires assez weird d'esprit, ou je sais pas trop quoi, et dans mon entourage aussi, des gens qui m'en ont raconté. Fait que non, il n'y a pas de romance là-dedans. C'est vraiment intégral à 90% de ce que les gens ont ressenti et ce qu'ils m'ont donné comme histoire particulière qui leur était arrivée. Encore une fois, ça reste dans le domaine de la croyance. Mais moi, ils m'ont conté ça, ça semblait bien correct pour eux autres, puis je suis ouvert à tout. Fait que j'ai dit, bon, ça va faire des bonnes histoires de fantômes québécoises. Tes 3 livres sont disponibles présentement à quel endroit? Plus nulle part, car la maison d'édition ayant fermé, mais ils veulent, j'en ai acheté une certaine quantité dans le but de maintenir une petite pérennité. Alors, les gens peuvent toujours aller sur ma page Facebook, Daniel No, auteur, et je m'entends avec eux, envoyés par la poste, je les laisse à 10 piastres le livre, taxes incluses, fait que au lieu de 15 et plus taxes qu'il y avait dans les librairies. Fait que c'est une belle occasion, tous des livres en bonne, évidemment. OK. Par le site, donc c'est par Facebook qui est le meilleur moyen de te rejoindre? Ouais, Daniel No, auteur, il n'y en a pas deux, fait que vous tombez dessus, puis aucun problème, ça va me faire plaisir. Je livre partout au Canada. Ah, cool. Et maintenant, écoute, je pense que tu me dis que tu étais un petit peu en réorientation de carrière. Ben, en fait, on va mettre un léger décalage. Ça fait quand même une dizaine d'années que je dirige une coopérative de maintien à domicile où, là, avec des préposés aux bénéficiaires, on aide les gens à rester à la maison. Fait que je suis toujours dans le domaine de la santé et le maintien à domicile est de plus en plus un besoin criant, autant pour soulager le système de santé que pour permettre aux gens de vieillir à la maison, dans le confort de son foyer. Fait que je gravite là-dedans, puis on fait notre part dans notre charmante société. Je comprends. Il y a des anecdotes là-dedans aussi, éventuellement. Ah, tiens, as-tu un petit quelque chose qui pourrait être juste un petit, le prochain livre peut-être, là? Mais il n'y a peut-être pas assez de stock pour faire un livre. Puis en même temps, ben, les anecdotes qui se passent, ben, une dame qui nourrissait une photo, tu sais, une dame qui est en perte cognitive, âgée, évidemment, puis trouble d'Alzheimer ou de démence. Puis elle avait une photo. C'était pas nécessairement de ses proches, mais genre une photo de code, puis elle avait fait un petit trouillot à la bouche, puis elle nourrissait la photo. Fait que, tu sais, c'est pas, je le raconte pas dans le sens où c'est drôle, Non, mais non. plutôt dans le sens où jusqu'où le cerveau humain peut se rendre. Tu prends une personne qui a fait sa vie, qui a travaillé, élevé des enfants, qui a fait du bénévolat, on s'entend sur la merveille du cerveau humain et ses capacités, et quand ça se dérègle à la fin, vous-même, vous assistez bien plus que moi à des faits, des histoires complètement perturbantes de où cette machine merveilleuse-là peut dérailler et jusqu'où ça peut aller. C'est pour ça que ça serait plus Intéressant. difficile de faire quelque chose là-dessus. Ouais, Oui. ça, c'est plus des tranches de vie, là. Vas-y, Yves. Hey, Daniel, bon, dans ton cheminement, moi, quand j'étais kid, j'ai toujours rêvé d'être un goaler pour les Flyers de Philadelphie. Ma blonde, jeune, elle voulait être infirmière. Toi, quand tu étais petit, là, voulais-tu dépecer des cadavres ou quoi? Ou je sais pas. Tu expliqué ça tantôt. Tu sais, ça cliquer quand tu as fait ta job, quand tu as commencé à travailler pour un entrepreneur, toute la patente. Mais, tu sais, si tu aurais été jeune, tu t'aurais dit, hey, jamais j'aurais fait ça. Là. Tu sais, il y a eu un déclic, j'imagine. Là. Ben, je te dirais que quand j'étais très jeune, j'ai toujours tripé sur les films d'épouvante, les films de vampires. Et à l'époque, parce que j'ai 50 ans,
À l'époque, on parle des bons vieux films de Dracula avec Christopher Lee et Peter Cushing qui étaient, tu sais, là, les classiques de la Hammer Production là, Hammer. en Angleterre, là, des bons vieux films classiques. J'ai toujours aimé ça. Et jeune, mon père, comme loisir, avait des poules puis des dindes, des affaires de même. Fait que quand on faisait boucherie, j'accourais pour faire les viscérations des poulets, puis j'étendais le système digestif. J'avais mes livres de biologie là, que j'avais trouvé je ne sais pas trop où, et je prenais des petits échantillons de sang pour mettre ça dans mon microscope. Et j'avais même un cimetière, si on pourrait dire, d'animaux, parce que derrière la maison, il y avait comme un raccoin plus éloigné où on n'avait pas d'aménagement paysager en tant que tel. Fait que j'enterrais tout ce que je trouvais, notamment la panoplie de chiens qu'on a eus, qui se faisaient malheureusement écraser dans le chemin parce qu'on vivait sur la grande route. Fait que, me dire, si tous les animaux prenaient vie soudainement chez mes parents, il y aurait un estique de problème de surpopulation. T'avais ton Pet Cemetery? Absolument. Fait que quand plus tard, j'ai découvert le cimetière de Stephen King, Oui. que j'ai d'ailleurs ici derrière moi, qui est un chef-d'œuvre, tant qu'à moi, de l'épouvante littéraire. Je me suis reconnu presque là-dedans. OK. Hey, je te challenge. Bon, François, c'est un cinéphile. J'en suis un fanat. Mettons ton top en film d'horreur, d'épouvante. Pas quelque chose de gore, mais quelque chose... Moi, dans ma tête, j'ai peut-être un top 3 là, de films d'horreur. Mm-hmm. Ça peut aussi être dans la science-fiction comme dans l'horreur classique. Tantôt, quand tu parlais des films de Hammer, écoute, Christopher Lee, là, il y avait, je sais pas, François, dans le temps, quand tu étais kid, il y avait toujours un channel par, je sais pas si c'était le canal 7 ou le canal 9 de Sherbrooke ou de Trois-Rivières. Ils nous envoyaient des films à 16h30, 17h. C'était des vieux films classiques de science-fiction, d'horreur, des films de Hammer, puis des vieux classiques de science-fiction, là, comme La guerre des monstres, La guerre des mondes. Là. Toi, le film qui t'a fait triper le plus, vu que tu en as tout vu, mais quand tu es allé au cinéma, tu as vu ce film-là, tu as dit, oh, OK, celle-là, là, il m'a pogné. Eh boy, c'est tellement varié. Ben, celui qui m'a le plus terrorisé quand j'étais jeune, c'était l'Opéra de la Terreur avec le style de démon dans la trappe de la cave, qui swing de même, là, bon. Mais pas de là peut-être à le mettre dans mon top 3. Moi, je te dirais que la plus belle histoire que je trouve qui a été écrite en fantastique et en épouvante, c'est Christine de Stephen King. Ils en ont fait un excellent film. L'idée d'un véhicule, en plus qui est beau, qui est années 50, qui a sa propre identité, qui se reconstruit et qui devient en association avec le jeune, qui est le loser de l'école, mais qui devient soudainement le king et qui se venge des méchants. Bon, mais que finalement, la voiture, tout ce qu'elle veut, c'est le happer lui aussi. Cette histoire-là et le film est vraiment là, un classique de l'Halloween. Ça sonne automne, ça sonne quand il commence à faire froid, les feuilles mortes dansent sur l'asphalte au gré du vent. Oui. Et boy! Ouais, avec des classiques comme... oui, vas-y. Mais ça me fait penser, dernièrement, il y a une série de films basés supposément sur des faits réels, la série de Conjuring. C'est un couple de pasteurs, mettons, protestants qui ils s'en vont dans voir des personnes personnes qui sont possédées, puis ils font des enquêtes, toute l'équipe. Là, je pense qu'on est rendu au 3e, 4e film. Il y a eu des sous-produits là-dessus. Toi, est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine crédibilité avec ton expérience que tu as eue, mettons, on ne va pas dire dans le paranormal, mais dans le domaine de la mort? Ces films-là, je trouve qu'ils ont été bien structurés, mais à un moment donné, il y avait des rumeurs que c'était pas mal fake. Là. Il y avait, en tout cas, j'ai trouvé quand même une bonne qualité de présentation de ce film-là. Puis je pense que c'était cette dernière génération de films qui m'a recherché un peu. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Bonne question. Je te dirais que si tu veux jouer dans le fait vécu en horreur, et là, je ne suis pas un spécialiste, je suis juste un amateur. Si tu veux jouer dans le fait vécu dans l'horreur, tu risques gros, dans le sens où
tu peux en sortir un, et là, ça va donner la frousse. C'est comme Amityville, la maison du diable, inspiré d'une histoire vraie. Les effets spéciaux étaient suffisamment pas trop avancés pour que ça devienne pas grotesque, parce qu'il y a des films d'horreur, c'est complètement ridicule quand tu vois le monstre à la fin. T'aurais été mieux de pas y voir la face. C'est bien mieux de juste le sentir plutôt que de le voir. Fait que s'ils en font un, puis ils laissent planer le mystère, c'est pas pire. Mais demandez s'ils en additionnent trop, là, tu dis, voilà, c'est parce qu'à un moment donné, si c'était autant que ça, on le saurait. Là. On aurait entendu parler plus que ça, puis on enverrait des démons partout. Là. Question. Maintenant, changeons de thème qui est plus les séries TV. Évidemment, on a nos séries, on se dit laquelle ressemble le plus à l'urgence et R, qui est probablement celle qui était la plus proche de notre côté. Là. On s'entend que c'est condensé beaucoup de choses, là, mais c'est quand même le thème. De ton côté, tu vas me voir venir avec la série anglaise Six Under Feet. Qu'est-ce que tu en penses? L'as-tu écouté? Puis qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, j'ai écouté 2 fois. Sur l'aspect de la thanatologie, tout ce qui touchait le vécu funéraire de la famille, c'était numéro 1. Le petit salon privé qui est menacé par les grosses multinationales qui n'ont pas le sens des valeurs comme nous, les plus petits. Les réalités de l'embaumeur qui travaille pour une famille, les réalités de restauration faciale, les contraintes de funérailles, les anecdotes aussi autour des funérailles. C'était vraiment, vraiment très réaliste. Évidemment, il faut qu'il rajoute une couche du vécu humain, tomber en amour, parce que sinon, tu manquerais de gaz un peu, puis il faut que tu plaises à un plus large public. Ça, c'était correct, mais comme dans n'importe quoi d'autre. Tu prends Dr. Grey, que mon ex écoutait, avait commencé la première saison. Il en beurrait peine nesti sur la vie privée. Ils entendent parler, les hôpitaux, vous ne soignez pas personne, ça copule dans tous les raccoins. À un moment donné, hein? Ouais, mais tu sais. Peut-être dans un ou deux raccoins une fois, mais pas tout le temps. Comment? Oui, mais dans Grey's Anatomy, le problème, c'est que, tu sais, il y avait un patient qui arrive à l'urgence, puis il y a 57 médecins, puis tu n'as pas une infirmière. Ouais. Il y a des choses moins réalistes. Et je me rappelle, je pense, première saison, il y a un attentat à la bombe. Grey, le personnage principal, est comme proche de la bombe. Là. Il n'y a pas personne qui l'auscule, qui l'examine. Elle va prendre sa douche, si tout le monde est content. Bon, wow! OK. C'est juste du cinéma! Mais ça, toi, ça en est trop. Mais, oui. Daniel, bon, moi, j'ai un flash. Il y a une différence entre faire une autopsie et embaumer un corps. OK? Tu as fait un intro là-dessus. Toi, je sais pas, j'ai déjà vu des films qu'à un moment donné, le gars embaumait ou faisait une autopsie, puis il mettait de la musique heavy metal en arrière ou il mettait du jazz ou du classique. Toi, ton environnement, tu sais, OK, nous autres, on parle de la pression de notre job, puis comment qu'on s'organise pour un peu comment je posais, décompresser un peu. Toi, de ton côté, comment tu t'organisais avec la pression que tu avais à la job? Comment tu t'organisais pour mettre ça light à ta job? C'est tough, là, mais tu dois avoir des mécanismes de défense là-dedans, là. C'est que je me faisais une petite distanciation. L'exemple le plus parlant, c'est si, mettons, j'avais ce qui heureusement est arrivé, je faisais comme un close-up, un zoom-in sur l'opération que j'avais à faire, mais aussitôt que j'élargissais au plan large, puis je voyais la globalité de l'individu, du corps, là, les émotions me submergeaient. Fait que je pense que c'était en m'appliquant partie par partie. Si c'était des tâches de restauration faciale, comme j'ai fait des suicides, un coup de calibre 20 en dessous du menton, la tête était éclatée en 3 morceaux, là, tu travailles à restructurer les os à leur place le plus possible, puis à refaire quelque chose. Fait que là, je restais vraiment concentré sur le travail. Fait que c'est plutôt après, rendu à la maison, que si la rencontre de famille, surtout, avait été plus triste, plus difficile, des fois, ça prenait le dessus. Fait que c'est de faire un peu comme tout le monde. Ouais, tu te mets de la musique, tu sors un peu, tu essaies de te dégasser, mais
on demeure avec des petits fantômes, on va dire, comme ça, toute notre vie. Puis il y a certains événements de ma carrière qu'encore aujourd'hui, après 30 ans, si j'en parle, je viens comme. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus spectaculaire, le plus poignant. Je me rappelle, coach de football d'une équipe collégiale, de polyvalence, une équipe secondaire, le coach est décané. Et bon, c'est ces jeunes joueurs qui le portent. Ils le portent à l'épaule. Fait que, tu sais, là, déjà, tu suis le cortège, puis ces jeunes-là sont en pleurs, et là, on arrive. Fait que là, moi, ma job, c'est de pousser le cercueil jusque dans le corbillard. Normalement, les porteurs s'en vont, mais là, ils restent, puis je me rends compte qu'ils sont très nombreux, et là, c'est toute l'équipe. Fait que là, je me recule, je laisse le cercueil sortir du corbillard un petit peu, là, et tous les joueurs se regroupent autour, puis là, ils sortent un « Ready! Ha! Ready! Ha! » Ils font un call pour leur coach. Ah, c'est bien cool. Excuse, ça fait 35 ans que ça n'a pas. C'était cool. J'ai rarement vu un hommage aussi beau que ça. Tu avais raison. C'était simple. C'était ce qu'il y avait à faire. C'est humain, ces choses-là. Sa simplicité, c'est certainement des souvenirs qui me pognent le plus. Ouais. Tu voyais tout l'amour que ça représentait pour ce bonhomme-là. Absolument. Absolument. Ouais. L'impact qu'il avait eu sur ces jeunes. Oui. Puis, comme quoi, des fois, plein de petits gestes dans la vie, des fois, qui font, c'est notre quotidien qu'on réussit à faire des. Puis, souvent, ça ne rend pas compte, hein, ces petits moments-là, des fois, qu'on va même poser comme professionnel, qui vont avoir un impact. Bien là, c'est des gens autour par rapport à d'autres personnes, puis on les ressent comme professionnels aussi. Hein. On pourrait passer 2 heures avec Daniel, avec des histoires. On va te réinviter, c'est sûr. Peut-être une ou deux petites questions, parce qu'à un moment donné, il y en aurait jusqu'à la fin. Moi, je me demanderais aussi, dans ton travail, hein, on voit le côté rigolo, le côté émotif, le côté difficulté, parce que empathie, sympathie, on l'a bien compris. Question. Pour garder le sourire, toi, au travail, parce que tu es quand même un bon vivant. As-tu un truc, une façon... Qu'est-ce qui t'amène à pouvoir garder un peu le sourire là-dedans? Tu as compté, c'est un peu une question libre aussi par rapport à la musique, mais autre chose, je te laisse aller. Je te dirais que ce qui me permettait de garder une sérénité, c'était d'avoir pleine conscience de l'aide que je donnais. Dans tous les corps de travail qui touchent la santé, j'ai une admiration sans borne pour les préposés aux bénéficiaires et les infirmiers infirmières parce que vous êtes en contact avec la personne vivante et vous devez prodiguer des soins dans sa vulnérabilité. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, ça me pogne trop. Médecin, je n'étais pas assez intelligent pour ça. Fait que, mais dans le domaine funéraire, c'était une farce en passant. Dans le domaine funéraire, hein? J'ai dit, bien sûr! Oh, je ne suis pas si intelligent que ça quand même. Non. Mais ma calligraphie est vraiment mauvaise. J'aurais peut-être bien eu des chances. Mais dans le domaine funéraire, c'était là où je pouvais aider. C'est là où j'étais à l'aise dans la détresse, dans la souffrance et j'étais capable de faire ce bout-là. Alors que je croise des préposés, des infirmières, ils disaient comment tu faisais, je ne serais pas capable. Ben, c'est ça. Moi, j'étais plus serein dans le fait que je voyais l'impact. Pour garder le sourire, ben, c'était parfois plus difficile, mais je pense que c'était dans le kit de base que j'ai, d'essayer de prendre ça du bon côté puis de toujours ramener la bonne humeur, mais des fois, on est submergé malgré tout. Mais ce que ça m'a appris, en plus de tout ça, c'est de profiter de la vie. Et vous devez l'avoir, cette prise de conscience aussi. Toute personne qui côtoie la maladie ou la mort au quotidien, elle est-tu précieuse, notre santé et notre vie? Et ça fly en un clin d'œil. Fait que ça, je le garde encore. Ça me permet d'être plus de bonne humeur, de plus heureux ou de prendre le côté plus positif, peut-être. Pour les 40 prochaines années. Oui, c'est réalisable.
Hey, c'est pas drôle. J'ai pogné 50 ans le 8 avril, puis 2, 3 jours, ben, ça fait un an que j'angoissais avec ça. Puis quelques jours avant, je suis allé sur Statistique Canada pour sortir la statistique de probabilité de survie qu'un homme de mon âge a au Québec ou au Canada. En tout cas, j'ai quand même 15% des chances de me rendre à 98. C'est pas si pire. Elle est bonne. Yves, peut-être une dernière question, si tu en as une. Je t'écoute depuis le début. En bio, tu faisais combien de moyenne à l'école? Je vais vous avouer, mon cher monsieur, que je me débrouillais pas mal en biologie. Puis ce qui était drôle, tu avais été bon en médecine aussi. Ben, moi, c'est la chimie qui me tuait, la chimie et les maths. Ben, je comprends la chimie, mais quand les mathématiques rentrent là-dedans, je suis zéro open bar. D'ailleurs, j'embaumais à l'œil. Si on fait nos recettes, là, laisse-le les millilitres, là, on y va pas mal. Là, tu me dis que tu es un autodidacte? Oui, un peu. T'es un peu comme Ferris Bueller, je suis autodidacte. Hey, ce qui est drôle, c'est que après avoir quitté le domaine funéraire, je suis retourné en biologie à l'Université du Québec à Chicoutimi, en bio général, parce que j'adore cette matière. Et j'avais ma petite trousse, j'avais toujours eu mes instruments à moi de dissection. Ça a été un entre-deux. Je suis revenu en thanatologie par la suite à Bécomo, mais j'ai eu un petit entre-deux où j'étais retourné en bio. Et on avait à disséquer un ver de terre. On s'entend que c'est pas ce qu'il y a de plus gros comme organisme vivant. Fait que là, il était sur la planche de dissection. Et j'avais, tu sais, vraiment avec mon scalpel, tout vraiment taillé la peau, puis ça tenait avec des aiguilles tout le tour. Tu voyais tout le tronc verticulé, là, des segments dans le milieu, puis ça a pulsé encore. Et là, mon prof me regarde et dit, t'as vraiment pas l'air d'avoir de la difficulté avec ça, toi. Non, je dis, peu importe le format, je peux vous disséquer ça sans problème. En me disant des projets. Oui. Hey, Daniel, ce fut un plaisir. Les gens retenaient on va écrire quand même là, le lien vers ta page Facebook pour ceux qui veulent se procurer tes livres, qui sont très drôles. Ramasse encore des histoires, ça va nous faire plaisir de les écouter lors d'une prochaine capsule du genre. On te rappelle, oui. Daniel, c'est impératif qu'on te réinvite, Daniel, c'est trop fort. Messieurs, pour les fois où on est à se côtoyer dans les salons du livre, ça a toujours été un délice, littéralement. Vous êtes un chic duo. C'est plaisant de vous côtoyer. C'est sincèrement, là, c'est toujours drôle, c'est simple et c'est dégagé. Puis n'importe quand. En tout cas, c'est ce qu'on veut. M'a dit mon dernier gag. En tout cas, merci Daniel. Tu nous as bien arrangé. Et je te répliquerai qu'un service en attire toujours un autre. Alors, merci encore, Daniel. On va se revoir bientôt. Puis, à la prochaine, Facebook, pour les amis qui veulent. Oui! Oh! As-tu vu la tasse? OK. Alors, les amis, ça nous a fait plaisir de vous avoir. On va passer maintenant au segment de la fin. Donc, 2 choses à rappeler. Écoutez cette charmante émission que vous êtes en train d'écouter, c'est super. Écoutez notre numéro Oh no avec Patrick Marleau. Puis la prochaine, Dr. Alain Vadeboncoeur se joindra à nous pour raconter des histoires aussi cocasses. Ça nous fera plaisir de vous entendre. Abonnez-vous, s'il vous plaît, sur Facebook. Patreon pour l'animation. Et on vous revient dans 2 semaines. Yves, le petit mot de la fin. Bon, ben en tout cas, comme dirait François, surveillez-nous sur Facebook, Patreon, on va vous donner des informations, on va avoir d'autres surprises qui s'en viennent. Puis on continue à trouver des nouveaux invités. Je pense qu'on a déjà un classique avec Daniel Lassoir. Je pense, écoute, ça commence tellement bien notre année. Et merci à nos amis Patreon. Vous allez avoir nos nouveaux Gold Guy à la fin. Merci encore. À la prochaine. Salut bien.